Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue sur notre webinaire sur la modélisation financière, donc comment modéliser et optimiser vos financements. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur notre webinaire sur la modélisation. Alors, déjà, on va commencer par une petite question. Est-ce que vous nous entendez bien? Là, je vois que vous êtes déjà plus de 150 à vous être connectés. On attend encore un petit peu plus de participants, mais c'est déjà super d'avoir autant de personnes sur ce webinaire exceptionnel dans lequel on va avoir donc deux intervenants qui seront Catherine Bouter de BNP Paribas, qui malheureusement ne pourra nous rejoindre que par téléphone. Vous n'aurez pas la chance de l'avoir en image. Son ordinateur bancaire est visiblement bien trop protégé pour Livestorm en tout cas, et Emeric du coup d'Actimi. Pour vous dire un peu le déroulé, donc n'hésitez pas à nous parler sur le chat pour les problèmes techniques. La majorité des problèmes techniques, il faut savoir qu'on peut les résoudre en rafraîchissant la page, notamment si vous avez des problèmes de son ou d'image. Dites-nous si vous voyez bien les slides. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous poser vos questions dans l'onglet questions. On y répondra en fin de session ou alors même a posteriori si on n'a pas le temps de tout résoudre. Pour vous faire attendre encore un petit peu, donc là, je vois que les connexions continuent de grimper. On est encore en train de voir de nouvelles personnes qui se connectent. On va vous proposer des petites questions dans un sondage, dans l'onglet sondage, donc n'hésitez pas à y répondre. Ça nous permet d'affiner, ça nous permettra d'affiner en fait la façon dont on va s'adresser à vous en fonction du stade où vous en êtes. Est-ce que vous avez déjà fait une demande de PGE, etc. Donc n'hésitez pas à répondre à ces questions-là. Et également, donc, comme je disais, posez-vous vos questions dans l'onglet questions. Ça continue encore un peu de se connecter, mais on va peut-être commencer rapidement. Moi, donc Justine Lavarenne, je suis d'Agicap et je vais avoir le plaisir de vous présenter ce webinaire. N'hésitez pas, en tout cas, c'est donc le troisième pilier sur notre démarche, et donc notre démarche qui est plutôt en 4 piliers. On a déjà fait aussi celui sur la réduction des coûts et celui sur le prévisionnel. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui n'auraient pas vu, à regarder le replay qui est disponible. Pour répondre à la question, donc, je vais avancer sur les slides et démarrer. On est bientôt près de 200. Donc, ce webinaire est bien enregistré. Vous recevrez automatiquement le replay. Donc, là-dessus, on peut se rassurer. N'hésitez pas, donc, comme je disais, fenêtre de chat pour les questions, onglet questions. Et pour le sondage, vous avez l'onglet sondage. Rapidement, donc on va se présenter. Agicap, pour ceux qui ne le savent pas, donc nous, on a une solution de gestion de trésorerie en ligne. L'idée, c'est d'essayer de vous faire gagner en visibilité en temps réel sur votre trésorerie, donc vous permettre d'intégrer vos outils de facturation, vos outils comptables, également de synchroniser vos banques automatiquement et donc d'avoir un suivi en temps réel de votre trésorerie. Également d'analyser du coup votre trésorerie et de pouvoir vous permettre de réduire vos coûts et d'évaluer votre besoin de financement avec un prévisionnel que vous pouvez faire sur 3, 6, 12 mois, en fait, en fonction de ce dont vous avez besoin, et une analyse fine des dépenses pour vos coûts. Et enfin, un troisième volet qui peut être particulièrement intéressant pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir de communiquer efficacement avec vos partenaires financiers, faire des simulations de différents scénarios de crise et également pouvoir faire des exports personnalisés ou des rapports. Là, le but, c'était juste de vous remettre dans ce cadre-là. On ne va pas parler particulièrement d'Agicap aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est vous apporter ces solutions. Donc, le programme aujourd'hui, ça va être de regarder un peu les leviers bancaires et les critères qui sont pris en compte donc, pour accorder ces leviers. Donc, c'est Catherine qui va pouvoir nous présenter ça tout à l'heure. Et ensuite, Emeric nous accompagnera sur comment modéliser sa demande de financement. Et ensuite, on aura des questions-réponses, donc encore une fois, sur l'onglet questions. Pour vous présenter les speakers, donc je l'ai fait déjà rapidement, mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Catherine Bouter, responsable d'affaires entreprise innovation, qui sera avec nous donc par téléphone, et Emeric Bordet, qui est notre DAF chez Agicap, mais qui est aussi DAF à temps partagé chez Acting.
Alors, comment faire face à la crise? Je passe rapidement parce que je pense que tout le monde l'a bien en tête. On parle d'une crise sanitaire, mais aussi économique, qui est qualifiée de plus grosse récession depuis 1945. Donc, un retour au niveau d'avant-crise qui est prévu pour 2022 dans certains secteurs, comme par exemple le tourisme ou l'hôtellerie, et des mesures, du coup, que nombre d'entre vous ont dû prendre, de report de charges, notamment des charges URSSAF ou autres, de réduction de coûts que vous avez sans doute mis en œuvre de votre côté, mais qui doivent souvent être complétés par du financement et des demandes de financement. Et pour ces demandes de financement, on a souvent eu beaucoup de discours parfois un peu trop optimistes. Et donc là, le but de ce webinaire, c'est vraiment de vous dire le plus important, c'est de bien faire vos demandes. Et ça, c'est assez capital parce qu'en fait, on veut être sûr que vous puissiez vraiment profiter de ces financements si vous en avez besoin. Et donc, du coup, la formulation et la façon dont vous allez faire votre demande, elle peut vraiment conditionner à la fois cette acceptation et du coup, vous permettre de passer la crise plus sereinement si vous avez été fortement impacté par le Covid. Donc, il vaut mieux prendre son temps pour bien formuler et on va voir les conseils de nos 2 experts pour réussir à faire cela. Rapidement sur notre démarche, donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de penser au pire, de faire votre prévisionnel de trésorerie, de prévoir le pire en espérant qu'il n'arrive pas et donc de prévoir une reprise à 3, 6, 12 mois en temps normal. Mais en tout cas, du coup, d'avoir cette vision un peu sur une crise qui va potentiellement être longue. Et si elle est moins longue, ce sera gagné. Mais ce qu'on vous conseille, c'est de se préparer à ce qu'elle soit longue. Une fois que vous avez fait ce prévisionnel sur une baisse des hypothèses de chiffre d'affaires, vous allez avoir une réduction de vos coûts aussi que vous allez pouvoir faire. Donc, que ce soit des reports, des annulations, supprimer les doublons, supprimer les outils que vous n'utilisez plus et avoir vraiment cette notion d'analyser, de cutter les coûts un maximum. Et le troisième volet dont on parle aujourd'hui, donc c'est d'aller chercher des financements auprès des banques en fonction de votre besoin. Je ne vous détaille pas là parce qu'on va le faire plus tard. Et le quatrième, c'est d'essayer d'adapter votre modèle un maximum, capitaliser vraiment sur vos compétences que vous avez déjà et sur toute votre expertise pour voir si vous pouvez un peu changer votre modèle ou faire évoluer les choses pour réussir vraiment à optimiser vos revenus pour l'avenir et surtout anticiper la reprise. Alors, aller chercher des financements, donc quels sont les leviers bancaires? Je vais laisser la place à Catherine, du coup. Bonjour à tous, je suis désolée pour ce petit contretemps technique. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Catherine Bouter, moi je travaille chez BNP Paribas, je suis chargée d'affaires entreprises, spécialisée en entreprises innovantes. Alors l'idée c'est de vous présenter un petit peu le PGE et du coup clairement quels sont les leviers qui sont disponibles en termes de soutien bancaire. Donc là, vous avez sur la slide, là, vous avez les différentes situations qui ont été proposées, en tout cas offres qui ont été faites par les banques, qui sont dans un premier temps le report des échéances bancaires et le rééchelonnement. Alors, on est plutôt sur un report des échéances bancaires, c'est-à-dire avec une suspension qui varie en fonction des établissements bancaires de 3 à 6 mois. Et généralement, ce report se met à la fin du crédit. Voilà, après, ça dépend des banques, mais en tout cas, chez BNP Paribas, nous, c'est à la fin du crédit. Ensuite, il peut y avoir un rééchelonnement. Alors après, ça, c'est des banques que vous ne payez que le capital. Non, vous ne payez pas le capital, pardon, mais vous payez les intérêts. Voilà, ça dépend d'une banque à l'autre. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler essentiellement du PGE, donc le prêt garanti par l'État. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PGE est un prêt d'une banque à une entreprise et ce n'est pas un prêt d'État. Ça, c'est un point quand même à souligner et qui est assez important et sur lequel on reviendra plus tard. En parallèle, vous avez aussi des offres qui sont portées par la BPI, soit par l'octroi de découvert supplémentaire garanti par la BPI, soit par des prêts de trésorerie sur lesquels on peut retrouver aussi bien la BPI que la région aussi qui intervient dans des financements avec une contre-garantie de la BPI. Voilà. Vous avez sur les 3 derniers, sur la slide 10, les 3 derniers pavés indiquent bien que c'est la présence de la BPI aux côtés des banques qui vient accompagner aussi le financement en intégralité. Voilà. Donc voilà un petit peu sur ces dispositifs qui existent. Moi, ce que je vous propose peut-être, c'est d'aller un peu plus loin à travers la slide 11, parler un peu plus focus PGE, c'est ce qui, je pense, retient l'attention de beaucoup de monde en ce moment. Clairement, le PGE, donc c'est un prêt de soutien à de la trésorerie qui a vraiment pour finalité de passer le cap de la crise du Covid en soutenant la baisse d'activité, mais aussi de préparer à la reprise.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par préparer la reprise? Ça peut être aussi le fait d'adapter l'outil de production ou alors l'organisation de l'entreprise avec tous les dispositifs sanitaires qui sont demandés. Donc ça peut être une première chose, mais ça peut être aussi recréer du stock, etc. Bref, tout ce qui va faire que l'entreprise a besoin de trésorerie pour redémarrer. Mais aussi, pendant la phase de crise de Covid, il y a des charges qui sont incompressibles et sur lesquelles vous n'avez pas pu actionner. Et là, du coup, il faut vous accompagner en termes de trésorerie. C'est un dispositif qui est disponible jusqu'au 31/12/2020 avec une enveloppe qui a été portée à hauteur de 300 milliards. Beaucoup s'interrogent sur le volume de cette enveloppe. Sachez qu'aujourd'hui, elle est à peine utilisée à hauteur de, je crois, même pas de 20 milliards d'euros. Donc, ce qui veut dire que ça laisse quand même une marge de manœuvre pour demander des financements PGE assez importantes. Ça concerne toute entreprise aujourd'hui, que ce soit ETI, TPE, PME, grandes entreprises, associations, etc., fondations, mais aussi les entrepreneurs individuels qui peuvent être intéressés par le PGE. On peut aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires ou 2 ans de masse salariale si vous êtes une entreprise innovante. Et cette somme-là est à répartir entre les différents partenaires bancaires et aussi la BPI, si la BPI intervient avec le PSI, plan de soutien à l'innovation. PGE, PSI, innovation. Vous le remboursez, il y a un différé d'1 an, si on est sur la partie un peu plus technique, il y a un différé d'1 an où vous ne payez rien, et c'est au bout des 1 an que là, on décidera soit de faire un remboursement partiel, soit un remboursement total, soit passer en phase d'amortissement. Ça sera au choix. Et à ce moment-là, on définira les conditions de remboursement avec un taux, parce qu'à un moment, il faudra passer en phase d'intérêt. Aujourd'hui, c'est proposé à prix coûtant par les banques, effectivement. Alors, prix coûtant, vous ne payez que la commission de garantie, qui est soit de 0,25, soit de 0,50 en fonction de la taille de votre entreprise. Ok, je crois qu'on a un petit problème de son. Je vais laisser 2 minutes à ce que ça revienne. Ok. On va attendre quelques secondes, sinon je reprendrai sur la partie d'après. Vous entendez à nouveau? C'est bon, on t'entend à nouveau. Désolée pour la petite coupure. Donc, du coup, ce critère d'entreprise en difficulté sera rentré par Émeric dans un deuxième temps. Oui, et on pourra vous envoyer les documents comme proposé. Alors, il faut savoir que sur ce critère d'entreprise en difficulté, aujourd'hui, vous avez la foire aux questions du ministère qui a été mise à jour hier. Ça reste un critère effectivement d'éligibilité, mais c'est un critère qui se nuance auprès des banques. Donc, parce que ça, voilà, mais on en reviendra peut-être, tu reviendras dessus peut-être Émeric plus tard. Sachez qu'aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes dans ce critère-là que vous n'avez pas droit au PGE. Voilà. Tout ça se nuance, mais on peut en tout cas présenter un dossier PGE, c'est possible. Si on va sur la slide 12, vous avez tout ce qui est la procédure de mise en place, qui était quand même savoir que l'idée du PGE, c'est que ça soit mis en place assez rapidement. Nous, on s'est engagé, et les banques se sont engagées sur un délai de 5 jours de décision. Tout dépend un peu de la nature du dossier et des caractéristiques du dossier. De la slide suivante. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, le processus, c'est que chaque entreprise doit se rapprocher de ses partenaires bancaires pour échanger sur sa demande de PGE. Et ensuite, l'entreprise, une fois que le montant a été validé, en fait, avec ses partenaires bancaires, généralement, s'il y a plusieurs partenaires ou un seul partenaire, elle va sur le site de la BPI, elle fait sa demande de prêt. Une fois qu'elle a réceptionné un mail de préaccord de sa banque, ça lui donne en fait l'accès sur le site de la BPI qui est dédié pour qu'elle aille chercher une attestation qu'elle fournira à sa banque.
Voilà. Là, vous avez le process que vous retrouvez sur le site de la BPI et sur le site de l'État notamment. Voilà, il faut aller sur la plateforme attestation-pge.bpi France pour obtenir un identifiant unique qui est à fournir à sa banque et la banque s'en servira pour actionner la garantie de l'État. Ce qui est important, c'est que pour les entreprises innovantes, vous avez vous devez répondre à un de ces 3 critères qui sont soit avoir reçu un soutien public à l'innovation, soit avoir réalisé une levée de fonds auprès d'un investisseur spécialisé, soit avoir fait partie d'un incubateur. Pareil, là, on a une liste prédéfinie que je pourrais pousser à J4 qui vous permettra de savoir si vous rentrez dans les critères d'entreprise innovante ou pas. Ouais, on fera suivre. Si vous rentrez dans les critères d'entreprise innovante, sachez que ça vous donne droit à 2 fois la masse salariale. Voilà. C'est simplement sur le critère du montant. Ensuite, les principaux documents qu'on demande, effectivement, c'est la dernière documentation comptable, dans l'idéal le bilan 2019, ou une attestation du comptable qui atteste du chiffre d'affaires ou de la masse salariale. Alors ensuite, sur le prévisionnel de trésorerie à 12 voire 36 mois, alors j'ai envie de nuancer ce point parce que c'est aussi ce qui ressort beaucoup dans les médias. Aujourd'hui, c'est compliqué, je pense, pour une entreprise dans les circonstances actuelles de faire un prévisionnel de trésorerie à 12 voire 36 mois, sachant qu'on ne sait pas trop comment on va sortir, comment on va reprendre l'économie en sortie de confinement. Donc, je pense que voilà, c'est un point où nous, aujourd'hui, ce qu'il nous faut principalement, c'est à minimum un prévisionnel de trésorerie qui me semble à 6 mois, voire 12 mois, assez cohérent et qui indique bien vraiment l'impact Covid. C'est-à-dire les charges que vous avez, et je pense qu'Emery va revenir dessus plus loin, les charges que vous avez, celles que vous avez pu réduire ou en tout cas suspendre, et puis les estimations de chiffre d'affaires dégradées en fonction de ce que vous subissez aujourd'hui. Voilà. Un point qui est assez important, c'est que généralement, quand vous avez plusieurs partenaires bancaires, nous, ce qu'on préconise, c'est de faire ce qu'on appelle des réunions de pool avec le dirigeant, voire le DAF, pour pouvoir échanger un petit peu sur votre demande, comment elle se constitue, comment vous l'avez construite, quel est l'impact du Covid sur votre activité, quels sont les leviers que vous avez actionnés, parce que généralement le PGE arrive plutôt en dernier levier, et les principaux leviers sont le report des charges, le recours au chômage partiel, le report des mensualités de prêt. On vérifie si ces 3 points ont déjà été actionnés au préalable. Une fois que ça a été actionné, effectivement, on peut étudier le PGE. Alors, attention, il y a des entreprises qui continuent de travailler et qui n'ont pas forcément recours au chômage partiel. Et ça, le chômage partiel n'est pas un critère d'exclusion à l'accessibilité au PGE. Je tiens à le préciser. Ok, très clair. Si on passe sur l'autre, page 13, effectivement, le dispositif du PGE reste un prêt. Et donc, nous, les banques, on doit analyser ça comme un prêt. Alors, pas un prêt classique parce qu'on est sur une situation exceptionnelle. Néanmoins, le PGE, ce n'est pas un droit, mais un crédit. J'insiste un peu dessus parce que pour certains clients, ça paraît... voilà, c'est pas un prêt d'État, encore une fois. C'est un prêt fait par une banque avec une garantie d'État. Et nous, on a aussi des comptes à rendre auprès de l'État parce qu'on utilise sa garantie. Donc, si vous voulez, dans l'analyse, ce qu'on fait, il faut savoir quand même qu'il y a un process de décision qui est assez rapide, justement pour répondre aux besoins de liquidité des entreprises. Donc, on n'approfondit pas de façon systématique comme on pourrait faire sur une demande de financement en temps normal, j'ai envie de dire. Donc, on vérifie effectivement la capacité de l'entreprise ou en tout cas en sortie de crise, à rembourser la nouvelle charge de crédit, parce que pas non plus que l'entreprise se retrouve en difficulté en sortant de cette crise-là, au moment de la reprise, et au moment où on actionnera l'amortissement du crédit. Aujourd'hui, ce PGE doit vraiment servir à accompagner les effets de la crise. C'est-à-dire que si on se retrouve avec des nouveaux investissements ou qu'on finance des problèmes structurels, malheureusement, le PGE ne répond pas à ça. Il se peut aussi, et ça c'est vrai qu'il faut aussi le dire, qu'aujourd'hui, notre métier c'est focus PGE, on ne fait quasiment que ça, on a beaucoup de demandes, on est en moyenne, après d'une banque à l'autre ça change, mais on est en moyenne dans nos portefeuilles clients environ 80 à 100 entreprises, des 80 à 100 entreprises qui sont susceptibles de nous demander le PGE. Donc, on priorise celles qui sont vraiment en rupture de trésorerie dans un très court laps de temps et qui vont avoir une problématique de paiement de salaire. Et ensuite, celles qui ont un petit peu de cash ou un peu de trésorerie,
on leur demande un petit peu de patienter jusqu'à qu'on puisse assurer l'étude du dossier. Voilà. Et puis après, c'est aussi mettre l'intégralité des acteurs autour de la table, c'est-à-dire des différents banquiers, éventuellement du dirigeant, qui ait le temps de préparer aussi toutes ces études. Voilà. C'est pour ça que d'une banque à l'autre, on a une contrainte. L'État a avancé 5 jours, certaines banques aussi. On essaye de tenir ces 5 jours, c'est complexe, mais on y arrive. Voilà, c'est entre 5 et 10 jours, voire 15 jours maximum, vous avez une réponse sur votre PGE. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que si vous êtes face à un refus, pas s'en cacher, vous avez le médiateur aussi du crédit qui peut être là et qui peut vous accompagner. Voilà, sachez-le. Très clair, merci. Alors, si on passe un peu dans la pratique, le PGE vu par la banque, on a fait une compilation des questions qui revenaient un peu plus souvent. Est-ce que tu veux du coup les commenter? Donc, on a parlé du coup du pool bancaire, et désolé pour la faute de la faute. Donc, en cas de pool bancaire, ce que tu recommandes? Alors, nous, ce qu'on recommande, si tu veux, c'est de procéder, et je pense que Aymeric en a déjà fait aussi, de procéder à des réunions, en fait, de pool, où, comme je le disais tout à l'heure, où tous les acteurs sont présents, tous les partenaires bancaires, et où le chef d'entreprise nous expose aujourd'hui qu'est-ce qu'il subit avec cette crise du Covid, quel est l'impact sur son chiffre d'affaires et sur son entreprise, comment il envisage la sortie, parce que ça fait partie aussi des choses, il y a des effets d'opportunité qui peuvent avoir lieu, des choses de ce type-là. Donc nous, l'idée, c'est qu'il nous présente à l'intégralité des partenaires bancaires sa situation, son besoin, pour qu'on puisse échanger. Parce qu'il y a un point qui est assez important, c'est que le PGE, quand il y a plusieurs banques, se divise en fonction de la part de barème. Alors, je spécifie un terme qui parle bien. La notion de part de barème, en fait, c'est la part d'engagement que porte la banque en fonction de répartition flux-engagement que détient la banque de l'entreprise, en fait. Donc, si par exemple, dans un pool bancaire, vous avez 3 intervenants, 3 banques, mais que la répartition des flux et des crédits est dissociée, par exemple, on peut avoir une banque qui porte 40% des engagements, une autre 20% et une autre 40%, chaque banque prendra la part du PGE en fonction du pourcentage des engagements qu'elle détient. C'est un point assez important parce qu'on veut, et il y a vraiment une notion de solidarité qui doit se poser entre les partenaires bancaires autour de l'entreprise pour l'octroi du PGE. Ouais, On peut refuser, ça ne veut pas dire que la répartition peut de facto se faire sur les banques restantes. Voilà. Mais c'est un point assez important, c'est pour ça que quand vous faites votre demande de PGE, allez-y de façon en mettant un peu tout le monde autour de la table, c'est vraiment, et puis ça permet aussi d'avoir une répartition du risque, faut être honnête, c'est un point aussi qu'il faut savoir se dire les choses, et ça permet aussi de répartir le risque entre les différents établissements bancaires. Aymeric, tu voulais compléter? Ouais, je voulais compléter rapidement ce que dit Catherine. En effet, la part, quand il y a un pool bancaire qui va être demandé par les banques, justement, c'est proportionnel aux engagements qu'il y a déjà. Bon, je suis en train de monter un PGE sur notre société en ce moment, c'est pas forcément toujours au pourcentage près, c'est pas toujours au pourcentage près, en fait, la répartition qu'il peut y avoir. Et les banques aussi prennent en compte non seulement les engagements du bilan, donc les prêts, les avances remboursables des pays notamment, et aussi les engagements hors bilan, qui sont notamment les engagements de crédit bail. Voilà. Et un dernier point pour compléter là-dessus, ça peut arriver dans certains cas aussi que les banques demandent une distance. Voilà. Pas tout le temps, mais ça peut arriver. Ok, merci beaucoup pour compléter. Catherine, du coup, sur les clients que vous considérez, est-ce que vous acceptez des nouveaux clients? Ou est-ce que justement, parce qu'on a souvent ce problème-là? Ça, c'est un point. Alors, pour l'instant, il était convenu qu'on ne prenne pas de nouveaux clients. Parce que c'était interdit dans le cadre du PGE, c'est-à-dire que parce qu'on n'a pas l'historique, etc. Néanmoins, dans les nouvelles préconisations de l'État, si une entreprise a eu un refus dans sa banque, elle a le droit de tourner vers un autre établissement bancaire. Voilà, ça c'est nouveau. Après, le nouvel établissement bancaire acceptera ou pas de faire le PGE. Mais en tout cas, c'est autorisé maintenant. C'était pas autorisé il y a encore une semaine. Voilà, mais maintenant, c'est autorisé. Sachant qu'a priori, du coup, les banques favorisent quand même en priorité leurs clients, étant donné Tout à fait. D'accord. Ouais, la priorité est quand même d'accompagner nos clients. Donc, et de toute façon, ce que je disais tout à l'heure, après, le but, et c'est vraiment ce qu'il faut aussi entendre,
c'est que les banques ont vocation quand même à accompagner leurs clients, de trouver des solutions. Sachant en plus, et c'est un point qu'on n'a pas forcément, que j'ai pas souligné tout à l'heure et qui me semble très important, c'est que le PGE peut, si vous avez droit par exemple à 500 000, vous avez dans l'enveloppe le montant global du PGE, pardon, si vous avez droit à 500 000, vous pouvez demander en plusieurs fois durant l'année. Vous avez plusieurs droits de tirage, entre guillemets. Si vous n'utilisez que 200 000 tout de suite et qu'en mois de septembre, vous avez besoin des 300 000 manquants, vous pouvez redemander un PGE tant que vous êtes dans la ligne et jusqu'au 31 mars. Je voulais compléter un point, Catherine, aussi là-dessus. Je vois une question aussi sur les néobanques. En effet, les néobanques type Conto ou autres n'ont pas la capacité d'octroyer des crédits, donc ne peuvent pas faire de PGE, enfin, en tout cas aux dernières nouvelles de la semaine dernière. Par contre, ça bouge un petit peu sur les plateformes de crédit. Hein. Par exemple, October, qui est une plateforme de crédit, on n'a pas besoin d'avoir un compte, c'est juste pour obtenir des crédits. A priori, pourra commencer bientôt à octroyer les PGE. J'ai vu la news ce matin, donc l'environnement est très mouvant là-dessus. Voilà. Oui, en effet, c'est... Je rejoins totalement Émeric. Vous voyez, il y a des nouveaux éléments là qui sont arrivés récemment et qu'on n'avait pas, notamment le fait que si vous êtes un nouveau client, est-ce qu'on peut vous faire un PGE? Ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc, au même titre qu'on s'interrogeait beaucoup les banques sur la garantie d'État, si on faisait un prêt à une entreprise en difficulté, aujourd'hui, la garantie d'État, elle sera valide. Donc, voilà, et irrévocable, même si on a octroyé à une entreprise en difficulté. Voilà, donc c'est vraiment, ce que je veux dire par là, c'est que, comme dit Émeric, ça bouge tout le temps parce qu'il y a des remontées terrain qui sont faites auprès du ministère et ils affinent par les mises à jour du décret et notamment, et là c'est sur les mises à jour notamment des foires aux questions que vous trouvez, les foires aux questions réponses du PGE que vous trouvez sur le site du ministère où il y a des mises à jour assez régulières de nouvelles informations. Super, on partagera tous ces documents-là, notamment sur Cashisking, notre communauté Slack. On a encore une question qui remonte beaucoup, donc on va peut-être la traiter maintenant avant de passer juste à la modélisation. Est-ce qu'on a une vision sur les taux qui seront pratiqués après l'année d'amortissement, Alors là-dessus, je ne vais pas considérer ça comme une question piège, mais en tout cas, aujourd'hui, il est convenu que le taux qui est octroyé aujourd'hui, c'est simplement le taux de la garantie. Dans un an, il faudra qu'on transformerait votre prêt en amortissement. Les taux seront des taux raisonnables. Sur cette question-là, il n'est pas encore bien défini, mais il n'y aura pas un taux spécial Covid où les banques vont rajouter de façon significative, faire un taux assez élevé. Ça ne sera pas le but. L'objectif quand même, c'est que ça soit une dette qui arrive à se rembourser et on ne fera pas des taux prohibitifs. On fera juste des taux en fonction des conditions de marché à l'instant T et avec les références classiques. Voilà. Mais ça sera à l'instant T qu'on verra le taux, sauf si d'ici là ça change aussi parce que ça commence à être une des remontées, en tout cas du terrain. Voilà. Aujourd'hui, ça sera les taux de marché au moment où on passera en phase d'amortissement. Ok, donc à suivre aussi, comme tu disais, sur le contexte assez mouvant. Tout à fait. Du coup, nous, ce qu'on vous propose, c'est de regarder comment un peu monter votre dossier en prenant en compte du coup tous les éléments évoqués par Catherine. On a essayé de faire une synthèse de ce qui pouvait être envisagé. Donc, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Il y a déjà savoir présenter qui vous êtes, quelle entreprise, quel est votre modèle économique. La personne qui va analyser votre dossier n'est pas forcément votre banquier. Il faut bien tout remettre dans son contexte. Voir aussi la situation du coup d'avant-crise pour montrer un peu les tendances et l'état où vous en étiez, pour ensuite passer sur l'impact de la crise et la façon dont vous la gérez, donc les mesures prises pour la gestion de la crise et surtout la reprise. Ce dernier carré, c'est assez crucial. Ça va aussi montrer votre capacité à rembourser. Le troisième carré montre la justification de faire appel à un PGE qui, lui, doit donc bien être une aide à la trésorerie à cause de l'épidémie et pas pour une autre raison. Et c'est un peu ces 4 piliers-là qui vont vous permettre de définir le montant du prêt. Donc, voir en fonction de la capacité d'emprunt dont vous avez besoin pour pouvoir bien faire votre reprise. Je vais laisser du coup la main à Émeric pour vous présenter un peu plus ça en détail et surtout vous faire ses retours, lui qui a déjà aussi fait accompagner en tout cas des entreprises dans plusieurs demandes de PGE.
Merci Justine. Je te laisse peut-être juste couper le micro quand je parle pour éviter l'écho. Oui. Euh, oui, en effet, je ne vais pas aller dans le détail de ce que demandent les banques parce qu'ils vous envoient des mails de toute manière pour vous dire ce qu'il y a dedans. J'avais juste quelques commentaires sur le modèle économique et activité de l'entreprise. Les états financiers 2019, le mieux, c'est d'avoir les états financiers clôturés. Donc, même si la date de clôture de dépôt d'alias fiscal a été reportée au 30 juin 2020, ça ne sert à rien d'attendre trop longtemps. Si vous clôturez sur une date en cours d'année, il y aura besoin d'une attestation en fait de l'expert comptable. Je rajoutais aussi la table de capitalisation dans le cas où une société est accueillie des fonds d'investissement ou autres, et parfois les banques ou BPI peuvent demander que l'investisseur fasse un effort également, même si ce n'est pas l'objectif premier du PGE. Voilà. Situation d'avant-crise, très rapidement là aussi dessus, c'est juste pour montrer que le PGE, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, ne va pas financer en fait un problème structurel, mais un sujet conjoncturel. Donc, si avant la crise, vous aviez une marge brute qui n'était pas satisfaisante, que vous avez des problèmes d'organisation, d'approvisionnement vraiment importants, ça va pas forcément être bon pour le PGE derrière. Donc, voilà, les banques sont pas forcément là juste pour ajouter 6 mois de cash sur une boîte qui avait des problèmes conjoncturels. Voilà, impact de la crise, là, je vais en parler un tout petit peu après, justement, sur le modèle en fait de prévisionnel. En fait, monter un dossier de PGE, c'est comme un prêt classique, sauf qu'il y a des spécificités sur l'impact Covid qu'il faudra écrire. Voilà. Gestion de la crise et reprise. Gestion de la crise et reprise. Alors pourquoi on parle de préparer la reprise? Parce qu'il faudra montrer qu'en effet, on va pouvoir être en capacité de rembourser. Le prévisionnel, oui, il faut le faire au moins sur 12 à 24 mois. Alors, je vois pas mal de questions, c'est impossible de prédire aujourd'hui. L'objectif en fait du prévisionnel, c'est d'être cohérent en fait dans ces hypothèses. C'est-à-dire que personne, je pense, n'a de visibilité sur ce qui va se passer dans 12 ou 18 mois. Par contre, il faut avoir un plan. Voilà. Et ce plan-là, on peut le modéliser sur un scénario, sur 2 scénarios. Il faut être cohérent entre quelle charge on met en face des revenus, comment est-ce qu'on reprend les appros, ce genre de choses. Voilà. Et enfin, je veux juste insister aussi sur un point qui est la présentation de l'usage du prêt. Voilà, donc le prêt, comme disait Catherine, ne doit pas être mis en place pour financer un problème conjoncturel ni des nouveaux investissements. Présentation de l'usage du prêt, si vous voulez faire une présentation assez simple, vous prenez votre masse salariale plus vos charges externes fixes, si vous n'avez plus du tout de chiffre d'affaires ou d'achat de charges variables, et vous le mettez, vous montrez que ça fois X mois, ça donne le montant en fait, le montant qu'on va demander en fait aux banques. Voilà. Et à BPI parfois. Si tu peux passer à la slide d'après, Justine, j'ai expliqué un tout petit peu du coup quelques règles et la démarche avant de passer à un exemple en fait de prévisionnel juste après. 24 mois minimum, on en a parlé. On va demander un prévisionnel en mensuel, hein, évidemment. Donc ça peut pas être un prévisionnel trimestriel. Le mieux, c'est d'avoir en fait un business plan un peu sous le même format que ceux que vous auriez pu communiquer avant crise à vos partenaires financiers pour qu'ils s'y retrouvent et qu'ils puissent potentiellement en fait qui puissent potentiellement en fait aussi comparer de façon plus facile et rapide. Voilà. Donc voilà, il faut être très clair et précis sur les impacts Covid, anticiper le plus possible les questions en fait des banquiers pour montrer qu'on a tout modélisé est vraiment un point important. Alors la méthode, c'est la méthode en fait d'une demande de besoin de financement. On intègre les besoins des hypothèses mensuelles, on fait son prévisionnel de trésor avec les hypothèses de revenus, charges, les hypothèses de BFR, les investissements. Hein. Il peut rester des investissements, on peut encore investir. Hein, on n'a pas forcément besoin de faire des nouveaux investissements, mais il y a des sociétés qui continuent d'investir. J'ai eu un exemple en début de semaine, une société qui distribuait principalement dans un établissement de soins de santé se rend compte que finalement, vente par Internet fonctionne assez bien aussi, et du coup, elle va faire son investissement sur son site Internet. Donc, il était prévu en fin d'année, elle va le refaire plutôt cet été. Voilà. Donc voilà quelques détails là-dessus. On intègre ces hypothèses, on montre du coup l'impact Covid, et on regarde surtout derrière, une fois qu'on a mis en place, qu'on a mis toutes ces hypothèses sur notre prévisionnel de trésor, où est le point le plus bas de cash. Voilà. En fonction de ce point le plus bas de cash, bon après ça c'est la négo, mais on définit du coup le montant en fait de financement sollicité. Souvent, en plus de si on a un besoin, un point le plus bas de cash à moins 150 000 euros, il faut demander au moins
pour moi 200, 250 000 euros parce que, comme on a dit tout à l'heure, le BP, c'est sur les hypothèses à date. Si c'est décalé de 3 mois, il faut toujours avoir un petit matelas en fait, de sécurité pour pas forcément redemander un PGE en fin d'année ou d'autres financements bancaires. Voilà. Et une fois qu'on a défini ce montant en fait, de financement sollicité, on définit la structuration de ce financement. Structuration, bah, c'est quoi? C'est du coup la répartition entre les banques. Est-ce que BPI derrière intervient ou pas? Est-ce que un actionnaire potentiellement peut mettre au pot aussi ou pas? Enfin, c'est ça là, le sujet de structuration du financement. Voilà. Je vais aller un petit peu dans le concret. Maintenant, je vais vous montrer un exemple. Justine, tu as peut-être un commentaire? Non, je te laisse du coup présenter ton écran. Donc là, l'idée, c'est juste qu'on va vous montrer la méthode et la mise en pratique que Émeric vient de vous évoquer. Et pour rentrer un peu dans le détail sur les types d'encaissement, décaissement, les lignes à suivre, etc. On monte sur Agicap, c'est juste parce que c'est plus simple et que c'est plus visuel, mais vous pouvez très bien le faire sur Excel, la démarche serait la même. Voilà, c'était juste le petit point que je voulais faire. Je te laisse partager ton écran, Émeric. Ok, merci Justine. Alors, je partage mon écran. Hop. Justine, tu peux me confirmer que tu vois bien mon écran du coup? C'est très bien, ouais, on voit l'écran. Merci. Ok, parfait, merci. Donc, je vais rebalayer un petit peu les principaux points en fait du prévisionnel. Donc, dans un prévisionnel en fait, dans un prévisionnel de cash, on a trois types en fait de flux. On a les flux des opérations, donc les revenus moins les charges, les flux des investissements, ça va pas forcément être la plus grosse des lignes sur les 12 prochains mois, et les flux de financement. Donc, à chaque fois, on a des flux en plus, des flux positifs et les flux d'outflow. Voilà. Quel type de commentaire je peux faire là-dessus? Donc, rapidement sur cet outil, donc on a mis du coup, les chiffres sont pas précis, c'est juste un environnement de démonstration. On a la trésorerie début de mois, la trésorerie fin de mois, et on a une partie avec les encaissements, une partie avec les décaissements. Sur les encaissements, sur la partie opération, donc c'est là où on met les ventes. Ce qu'il faut surtout anticiper en fait sur les ventes, c'est les délais de règlement client. Même si la norme aujourd'hui, c'est de dire si les banques, l'administration française fait des efforts pour les reports d'échéance, c'est justement pour éviter qu'on fasse ces reports de paiement sur les fournisseurs. Donc voilà, donc il faut prendre en compte que même si tout est fait pour qu'on puisse payer ses fournisseurs, donc là qu'on reçoive le cash des clients, il y aura quand même très certainement en fait des délais de règlement client peut-être un peu allongés, donc il faut les prévoir. Là, typiquement, on a mis une baisse de chiffre d'affaires, d'encaissement, donc de chiffre d'affaires derrière, de 120 à 30 000, assez brutal, et un redémarrage à partir de la fin de l'année. Voilà pour la partie encaissement. Il faut prévoir aussi une reprise un peu crédible. Hein. Si vous repassez de 30% de votre chiffre d'affaires habituel à 100% en un mois, ça ne sera pas trop crédible. Et je ne pense pas que ça soit cohérent avec ce qui va se passer derrière. Pour les encaissements, c'est là aussi on mettra du coup en dernier lieu du coup le financement nouveau du mix PGE et autres. Pour un petit commentaire là-dessus, BPI va sortir un PSI qui est une sorte de PGE côté BPI. Il doit sortir un peu tous les mardis, mais je l'ai pas fait encore ce matin, mais on a hâte qu'il arrive pour en savoir un petit peu plus. Voilà. Sur la partie décaissement, donc là, il faut bien mettre les différents postes de charge. Donc, encore une fois, hein, ça c'est un modèle type. Chaque société a son prévisionnel avec ses lignes spécifiques. Donc, on a toujours de toute manière trois principaux postes de charge, les charges variables, les charges de personnel et les charges externes. Donc, les charges variables, c'est ce qui est directement lié à l'activité, les matières premières, les sous-traitants, le transport. Donc là, ce qu'il faut anticiper, c'est que vous aurez potentiellement des besoins en fait de BFR en fait supplémentaires à la reprise de l'activité parce qu'il faudra reprendre, réacheter des matières premières et en fonction des accords avec vos fournisseurs, vous aurez peut-être besoin de financer justement cette transition d'un chiffre d'affaires à 30% de son objectif avant jusqu'à 100%. Voilà. Donc ça, il faut aussi l'anticiper, le montrer. Charge de personnel, c'est assez classique. Hein. On a les salaires, l'URSSAF, prélèvement à la source, la retraite. L'URSSAF, ça peut être intéressant de mettre deux lignes. Typiquement, là, dans ce BP, on avait 15 000 euros d'URSSAF en avril, 15 000 euros en mai.
ils sont reportés. Il faut montrer que, de toute manière, il faudra bien les payer après. Donc, il ne faut pas les oublier dans la modélisation du prévisionnel. Voilà. Il ne faut pas l'oublier. Pour les charges de personnel, voilà. Ensuite, pour les charges externes, après, on a les postes en fait classiques, marketing, loyer, électricité et gaz. Enfin, après, je vais surtout pas aller dans le détail de tous ces frais-là. À chacun en fait de mettre un petit peu ce qui est le plus cohérent pour expliquer. Du coup, ça aussi, typiquement, sur le marketing, pour rebondir sur ce que tu dis, ça va être le genre de choses qu'on va vraiment vous inciter à geler ou à réduire très sérieusement pendant la crise. Mais il faut vraiment anticiper qu'il va y avoir une reprise aussi et que tout le monde attend un peu cette reprise pour réinvestir et que le marketing va être important à ce moment-là pour relancer l'activité. Donc, il faut, même dans le prévisionnel et dans ce que vous allez prévoir comme demande de financement, il faut bien avoir en tête que la reprise, elle va demander aussi des matières premières, comme disait Aymeric, mais aussi des coûts marketing et autres pour vraiment bien la planifier. Et ce sera forcément nécessaire à pouvoir aussi prévoir cette augmentation de chiffre d'affaires de la reprise que vous pourrez modéliser pour rassurer aussi sur votre capacité à rembourser. Exactement. Merci Justine de la précision. C'est pour ça que ça vaut le coup aussi de détailler un tout petit peu le budget marketing. Il ne faut surtout pas en faire une usine à gaz, mais détailler ce qui va être gelé, typiquement les salons, et ce qui va reprendre en fait doucement, ce qui peut être la pub classique. Voilà. Donc ça vaut le coup de détailler en 2-3 lignes chaque poste potentiellement. Voilà. J'ai laissé la ligne investissement, donc là c'est le cash flow des investissements sur les investissements qui avaient été déjà en fait prévus avant la crise. Voilà, ils peuvent être évidemment déplacés et on aura une ligne évidemment où on modélise le financement. Donc là, sur la ligne financement, ça c'est important en fait de mettre plusieurs lignes, c'est-à-dire le financement avec les prêts en cours. Donc là, ils ont été sur ce modèle, ils ont été gelés pour les remboursements des prêts en cours ont été gelés sur 6 mois. Il faut intégrer en fait le nouvel échéancier à la fin du gel en fait de ces échéances de capital. Et c'est là où on mettra du coup les nouveaux prêts Covid. Sur ce modèle, donc une fois qu'on a mis en place l'ensemble de ces hypothèses, ça nous donne du coup par exemple ici un point le plus bas de trésor à moins 133 000 en décembre. Donc on voit que c'est à partir de janvier que les encaissements commencent à être supérieurs au décaissement grâce à la reprise. C'est comme ça en fait qu'on va définir derrière son besoin en fait de financement et ensuite on définira qui va pouvoir le financer, donc principalement le PGE en ce moment, mais pas forcément que. Donc là, si j'ai un point le plus bas de trésorerie de 130 000 euros à fin décembre, je vais plutôt demander 200 000 à mes banques, donc pour avoir quelques mois en fait de sécurité au cas où. Voilà. Voilà. Encore une fois, ça c'est un exemple, ça c'est un scénario. On peut très bien, moi si j'ajoute en fait un scénario ici, ça c'est l'idéal. On peut voir du coup la courbe justement du cash avant Covid sur le BP avant Covid, et on peut également voir la courbe du cash en fait avec l'impact Covid. Ça c'est l'idéal de l'avoir sur le même outil potentiellement. Voilà, il est déjà 12h14, donc je ne vais pas forcément passer trop de temps encore à aller sur le détail, mais je voulais rapidement expliquer la méthode et faire un point sur quelques postes de charge à ne pas oublier ou bien détailler. Super, merci beaucoup Aymeric. Du coup, rapidement pour aller sur la conclusion et reprendre un peu ce qu'on s'est dit, l'idée donc c'est de déterminer un montant nécessaire et suffisant pour soutenir votre trésorerie qui est mise à mal par la crise. Donc là-dessus, dans ces notions-là, il y a vraiment la notion de crise et la notion, c'est vraiment lié à la crise et la notion de nécessaire et suffisant. C'est pas la peine de demander beaucoup plus alors que potentiellement vous n'êtes pas en capacité de rembourser ou que vous n'en avez pas besoin. Ça, c'est bien à garder en tête. On veut aussi montrer que ce prêt donc accompagne pendant une période difficile, mais qu'il faut envisager donc ce remboursement sur peut-être 1 à 3 ans si possible. C'est toujours rassurant et ça permet aussi de montrer que c'est une mauvaise passe et qu'on voit vraiment la reprise derrière. Faites la demande la plus claire et la plus instruite et simple possible. Comme on disait, il y a un gros volume, donc on a forcément un peu moins de temps aussi pour traiter les demandes. Il est important de vraiment bien resituer dans le contexte, de montrer l'impact que la crise a et d'expliquer
comment le financement pourrait permettre de suivre le cap de la façon la plus simple et éclairée possible pour éviter les allers-retours qui vont vous faire perdre du temps et qui vont vraiment créer des délais qui sont parfois peut-être compliqués. Ensuite, comme on disait, impliquer plusieurs partenaires financiers. Ne tardez pas trop à faire une demande si vous savez que vous allez en avoir besoin et si vous êtes vraiment touché par la crise. Cependant, comme on disait, prenez le temps de l'instruire au maximum pour que cette demande soit la plus complète et pertinente possible. Et n'oubliez pas qu'aussi, au-delà du PGE, il y a aussi d'autres appels de financement qui peuvent être réfléchis. Je vais peut-être vous laisser rebondir là-dessus, Catherine et Aymeric, si vous avez un dernier mot de conclusion avant qu'on passe aux questions. Moi, j'avais un point juste très pratique, en effet, sur le cadencement des demandes pour les entreprises. En effet, les banques vont peut-être prioriser justement les entreprises qui ont plus de cash salaire à la fin du mois. Donc, si on a du cash à plus de 6 mois, je dis pas qu'il faut le faire en septembre, hein. Il faut pas tarder à le faire, mais disons que les banques prendront potentiellement un peu plus de temps. C'est pas forcément le cas en ce moment, tout de suite. Et il y a un tout petit point aussi, du coup, très précis, c'est que tu confirmeras, Catherine, mais du coup, il y a dans la convention collective des banques, il y a pas mal de banquiers qui doivent prendre leurs vacances, là, par exemple, la semaine prochaine. Donc, moi, j'ai eu pas mal de retours, en fait, là-dessus. Donc, il va y avoir un tout petit peu de délai d'1 ou 2 semaines. Je pense qu'ils ont été bien sollicités et voilà. Petit retour là-dessus. Catherine, du coup, tu veux conclure Alors, moi, ce que je voulais dire, c'était ce que tu disais tout à l'heure, Justine, ce qui est vrai, c'est que faire une demande raisonnable et raisonnée, c'est pas parce que vous avez droit à 300 000 qu'il faut prendre 300 000. Encore une fois, il y a cette possibilité de revenir encore une fois si vous n'avez pas utilisé l'intégralité de votre enveloppe. Je pense que c'est aussi un point important parce que ni vous, ni moi, ou ni personne dans l'assistance ne sait comment on va sortir de ces crises. Donc, ça peut repartir très vite, comme ça peut être un peu plus poussif. Donc, c'est pour ça, laissez-vous aussi, faites une demande qui soit raisonnable par rapport à votre besoin et qui vous permette de rebondir dans un premier temps. Allez pas suremprunter en fonction de votre besoin, ça c'est un point important. L'autre élément, alors oui, effectivement, c'est la période de congé, Aymeric, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, on est beaucoup de collaborateurs sur le pont et on a plutôt réduit nos congés pour être vraiment au rendez-vous parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, qu'il y a un climat très anxiogène pour nos chefs d'entreprise et nos entreprises, et on est plutôt présent. Donc, en tout cas, on essaye de prendre peut-être un jour par-ci par-là, mais pas plus, pour vraiment être présent et répondre aux besoins de nos clients. En tout cas, voilà. Mais c'est vrai que voilà, il y a des délais d'instruction qui peuvent être plus longs en fonction des demandes, des nombres des partenaires bancaires. Effectivement, on peut définir dans un pool chacun notre part, mais les délais d'instruction d'une banque à l'autre peuvent être un peu différents. Voilà. Mais en tout cas, en ce qui est de l'innovation, on essaye d'être le plus réactif possible. Et je sais que mes camarades qui sont dans le corporate pur sont aussi très réactifs. Voilà. Ça, c'est un élément intéressant aussi que tu soulèves, c'est si les délais d'instruction aussi des banques sont différents, étant donné que pour le moment, on a la possibilité que de faire une demande avec plusieurs, du coup, et de renseigner plusieurs partenaires bancaires, c'est important d'avoir tous les partenaires avant de faire la demande auprès de la BPI. Donc ça peut aussi ralentir, c'est ça qui peut être un peu problématique. D'autant plus qu'on ne peut pas éditer les actes de PGE et nous procéder au déblocage tant qu'on n'a pas reçu l'accord et que chaque banque du pool ne s'est pas inscrite sur la BPI. Donc c'est un point, sachez en tout cas, c'est pour ça qu'à un moment l'instruction peut être un petit peu plus longue. Et juste un point aussi par rapport quand on a un pool bancaire aussi, pour compléter ce que dit Catherine. J'aurais une question de Florent sur la partie question aussi, je voulais y répondre tout de suite. Les demandes en fait des banques sont pas forcément toujours les mêmes. Certaines banques peuvent demander sur 12 mois, d'autres sur 24 mois. Parfois on a des documents spécifiques. Donc il y a une base qu'on va avoir qui sont les comptes, très souvent une attestation de la masse salariale pour une société innovante par exemple, ou des comptes de l'année dernière de l'expert comptable pour regarder le montant en fait du PGE, mais les demandes peuvent être assez variées. Voilà. La base reste la même, mais on peut avoir des précisions en plus. Voilà. On a une autre question qui remonte très souvent. Enfin, on va passer du coup maintenant aux questions et on n'aura pas le temps de toutes les traiter, mais on va essayer d'en faire un maximum. Romain soulève la question du problème de fonds propres, faibles ou négatifs. Comment on peut rassurer les banques et comment aborder et présenter le sujet. Donc ça, c'est une question qui revient souvent sur les fonds propres. Est-ce que Catherine, tu veux prendre la main sur cette question ? Oui.
C'est un vaste sujet, le sujet des fonds propres, faut être honnête, parce que c'est ce qui fixe le critère d'entreprise en difficulté. Donc, bon, je comprends la question de Romain. Après, encore une fois, c'est un sujet, il n'y a pas de réponse type. Et je ne veux pas botter en touche, mais il n'y a pas de réponse type parce qu'on va être dans l'analyse complète de l'entreprise, de sa traction marché, de pourquoi elle a ses fonds propres dégradés. Des fois, quand on est sur le cas d'une société innovante, il y a des opérations qui peuvent être faites au bilan, notamment avec la prime d'émission et le report à nouveau des pertes. Il y a un effet d'accordéon qui peut être effectué, qui fait qu'on peut sortir du critère 2D, d'entreprise en difficulté. Après, il y a aussi la capacité des investisseurs à venir accompagner le tour de table aussi dans la mise en place du PGE. Voilà, j'ai envie de dire, il n'y a pas de réponse type parce que, encore une fois, pour le PGE, chaque analyse est différente en fonction de l'entreprise, de comment elle constitue son chiffre d'affaires, comment elle est endettée, le niveau de ses besoins, etc. Donc sur le sujet des fonds propres, je connais pas votre dossier, je ne sais pas si ça peut être un critère bloquant pour certaines banques, pour d'autres banques non. Faut être honnête aussi, on n'a pas toute la même approche d'analyse des fonds propres. Faut aussi, et c'est aussi pour ça que quand vous avez plusieurs partenaires bancaires, les réunir permet aussi des fois d'avoir des échanges un peu constructifs et de chercher à avoir une solution viable pour l'entreprise. Donc voilà. Là, la recommandation, ce sera d'avoir ce dossier-là aussi complet que possible pour montrer aussi, comme on disait, cette reprise et cette capacité aussi à assainir aussi la situation au mieux, quoi. Si c'est des fonds propres qui sont dégradés depuis peut-être 2 exercices, qui se dégradent depuis 2 exercices et qui basculent en négatif, c'est peut-être qu'il y a un vrai problème structurel. Et là, malheureusement, ça sera pas la crise Covid ne sera pas. Voilà, c'est pas la crise Covid qui aura. Voilà. Encore une fois, faut vraiment aller voir. Voilà, c'est du cas par cas. Encore une fois. Ouais. Donc le PGE serait pas une réponse. Une réponse à ça, c'est lié au Covid. Non, et peut-être que si la demande de financement avait été demandée, un financement classique il y a 6 mois, on aurait eu le même problème et le refus ou l'accord pourrait être donné, je ne sais pas. Encore une fois, c'est vraiment… là, c'est dans un cas de figure de fonds propres dégradés, c'est qu'on est face à une situation, et tout dépend aussi des bilans qu'on a, mais voilà, qui est spécifique et ça entraîne une analyse spécifique. Ça reste une demande de crédit avec tout le global de l'analyse qu'on peut faire. Okay. Je sais pas, Émeric, si tu me rejoins sur le sujet, mais… Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai des retours assez variés en fait, des banques. Il y a des banques qui prennent les comptes courants, parfois les obligations, parfois pas. Enfin, c'est très varié. Voilà. Du coup, ça vaut le coup d'approcher en tout cas différents partenaires financiers pour avoir les approches différentes. On a une question de Daphné, de qui construit le pool bancaire? Est-ce la BPI ou c'est nous? Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais pour moi, c'est bien le demandeur qui va constituer ce pool et mettre en contact les différentes banques auxquelles il fait appel. Oui, en fait, le pool bancaire, c'est les banques actuelles que vous avez, c'est votre pool bancaire. En effet, c'est encore compliqué aujourd'hui d'avoir des nouvelles banques dans le contexte actuel qui vont participer à un PGE, aux quelques exceptions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Voilà. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est de faire les rendez-vous avec les banques une par une pour ensuite constituer le pool bancaire. Comme ça, vous sondez un petit peu jusqu'où vous pouvez aller par rapport à votre dossier que vous présentez de manière cohérente. Enfin, c'est le même dossier que vous partagez à toutes les banques pour savoir un petit peu qui va prendre le lead, comment est-ce que ça va être partagé en fonction des engagements des banques auprès de chaque société. Voilà. Il y a une question là que je vois qui est un refus de PGE par sa banque est-il définitif? Peut-on représenter une seconde demande à la même banque? Il est en train de parler, Émeric. Non, vas-y. Je disais, il y a une question que je trouve intéressante, qui est un refus de PGE par sa banque est-il définitif? Peut-on représenter une seconde demande à la même banque? Tant que la banque ne vous a pas acté le refus, vous pouvez refaire une demande. Je pense que si elle vous refuse un PGE, c'est peut-être sur le montant qu'elle vous le refuse, donc il faut aussi ouvrir la discussion. Donc, voilà. D'où ce qu'on disait tout à l'heure et ce qui, je pense, la vraie information à retenir, c'est d'être dans la communication et de travailler votre besoin avec le banquier, le comptable, le DAF. Voilà, c'est encore une fois un PGE. L'objectif, c'est vraiment accompagner les entreprises et de vous trouver des solutions. Donc, un refus PGE, il peut exister. Mais vous pouvez, dans ces cas-là, comme je disais, si c'est un refus qui est motivé, expliqué, vous pouvez aller voir le médiateur, il est là pour ça. Mais néanmoins,
aujourd'hui, l'idée quand même, c'est de construire et de définir le montant qui nous semble le plus cohérent, en tout cas, dans votre besoin. Ouais, il y avait une question, si Catherine, tu peux peut-être détailler du coup le cas où tu fais une demande, il y a une demande de PGE et elle est débloquée en plusieurs parties. La question, c'est est-ce que il y a une attestation des pays au total au début ou est-ce qu'il faut en demander à chaque fois? Alors, il faut demander à chaque fois, en fait. Si, par exemple, on a une enveloppe vous avez droit à 500 000 € de PGE et qu'aujourd'hui, vous demandez que 200 000, donc, ce qui est important, c'est que si, par exemple, on vous octroie le PGE de 200 000 au mois de mai, par exemple, le 31 mai, ça se débloque sur le compte, la phase d'amortissement sera le 31 mai 2021. Si, du coup, il vous reste 300 000 à utiliser jusqu'au 31/12, potentiellement, et que vous estimez qu'au mois d'octobre, vous en avez besoin, vous pouvez refaire une demande PGE qui, elle, sera pareille, ne rentrera en phase d'amortissement qu'au mois d'octobre 2021. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, on ne sait pas comment on va sortir de cette crise-là et la reprise, comment elle va s'organiser. Donc, ce qui est plutôt prudent, c'est de faire des demandes. Si vous avez une enveloppe de 500 000, n'hésitez pas, et que vous avez donc que 200 000 initialement jusqu'à la reprise, demandez les 200 000 et les 300 000 supplémentaires, vous les demanderez parce que quand on parle de sortie de crise, c'est aussi pour assurer la reprise et la reprise d'activité qui va générer des besoins. Et ces besoins, ils peuvent être aussi financés par le PGE à ce moment-là. Effectivement, comme dit Caroline, c'est 25% max du chiffre d'affaires. Ouais. Je voulais rebondir sur une autre question sur BPI. On a mentionné les BPI. BPI sur un dossier aurait botté en touche. Il faut savoir aussi que BPI a des enveloppes aussi par région, par prêt. Donc, on a les prêts rebond, le prêt à tout. On va avoir le PSI qui va arriver, mais ça c'est uniquement pour certains types de sociétés. Je vais donner un exemple. Typiquement, le prêt à tout en région Rhône-Alpes, l'enveloppe a été totalement utilisée. Donc, c'est pas inquiétant en soi parce que c'était un prêt qui avait été c'était une enveloppe qui a été mise en place très rapidement. Donc, ça ne veut pas dire que BPI ne va pas financer sur d'autres outils. C'est juste qu'en fait, ils sont en train de mettre en place des nouveaux outils un peu plus pérennes avec des enveloppes un peu plus importantes. Donc, il ne faut pas hésiter à ressolliciter BPI quand ils sortent en fait des nouveaux produits. Voilà. Oui, parce qu'en fait, le prêt à tout, par exemple, c'est un prêt qui est avec un budget par région. Et je crois d'ailleurs que pour le prêt à tout pour la région Rhône-Alpes, je crois qu'il est quasiment à l'enveloppe consommée. Il est fini. Ouais. Oui, donc ça, il faut faire attention en effet que les enveloppes se consomment. Et notamment, du coup, pour le PGE, c'était aussi une des craintes des gens. C'est la raison pour laquelle ils s'étaient un petit peu précipités au début. La peur que justement l'enveloppe de 300 milliards arrive, soit en fait complètement vidée avant qu'ils fassent leur demande. Donc là-dessus, on est quand même assez serein sur le niveau de consommation. Oui, plutôt, oui. Oui, je pense que. Et puis, de toute façon, si l'enveloppe elle est entièrement consommée, je pense que l'État rallongera certainement. Donc, voilà. Mais bon, vous voyez, au bout d'un mois et demi de sortie du PGE, il n'y a que 20 milliards qui sont utilisés pour l'instant. Donc, ça reste même pas 20 milliards, je crois. Un peu plus après les compteurs, je les ai pas. On a des personnes qui parlent de 40 milliards, 20 milliards. En tout cas, on est vraiment sur une part encore qui est faible. Il y a une question de Georges-Édouard qui était celle de savoir si on pouvait du coup utiliser le montant de prêt que pour des problèmes de trésorerie ou pour des investissements et financement d'investissement. Donc ça, a priori, on a répondu. C'est plutôt, c'est non. Le PGE est pas dans cette optique-là. Par contre, pour faire des investissements, et comme disait Aymeric, il y a encore des entreprises qui en font, mais ça va être plutôt d'autres prêts. Enfin, je vous laisse rebondir en fonction. Ouais, moi donner un exemple. Là, j'ai bientôt finalisé un dossier de 2 millions d'euros, dont 1,5 million de PGE, ça qui sera uniquement dédié aux impacts en fait justement du Covid-19, et les 500 000, c'était sur un investissement qui était déjà prévu sur la recherche, et les banques l'entendent bien, et d'ailleurs on le sépare bien dans le montage. Voilà. Après, il y a d'autres outils sur les investissements bancaires. Catherine en parlera mieux que moi. Et il y a d'autres façons aussi de financer d'autres choses sur le BFR également pour les sociétés. Catherine, c'est peut-être une question pour toi. Gilles demande si on peut transformer un crédit accordé mais pas encore engagé en PGE, passer de 2,5% à 1%. L'objet de son crédit initial, si ce n'était pas pour la crise du Covid, non. Donc, si c'est un crédit qui a été octroyé dans le cadre
d'une stratégie d'investissement ou pour financer du matériel ou du développement, on ne transformera pas en PGE. Non. Donc, il faut vraiment qu'on revienne à chaque fois à cette, à l'origine un peu du PGE, c'est vraiment contre la crise. Et du coup, on ne peut pas penser aux autres, aux objectifs annexés. Un dispositif vraiment pour la crise, de la même façon que tous les autres dispositifs qui ont été mis en place, notamment le fonds de solidarité, etc. Il faut vraiment avoir un impact lié à la crise par rapport à ça. Tout à fait. Pour les auto-entrepreneurs, ont-ils accès au PGE? Demande Alexis. Là, je n'ai pas la réponse, mais je pense que non. Je crois qu'ils sont malheureusement, je crois qu'ils n'ont pas beaucoup de solutions aujourd'hui, et je crois que le financement ne leur est pas possible. Après, c'est peut-être à creuser. Il faut que j'essayerai d'avoir l'information. Je te la prépasser juste. Ok, ouais, parfait. On retransmettra l'information alors. Xenia qui dit donc que sa banquière ne connaît pas son business model de start-up innovante en biotech, ce qui l'inquiète par rapport à sa demande. Là-dessus, Aymeric et Catherine, est-ce que vous avez des conseils sur justement la façon de présenter un petit peu ou de construire son dossier quand on est en face d'un partenaire ou alors quand on est sur un business très spécifique et que du coup, les partenaires en face ont parfois du mal à appréhender un peu la réalité de la chose? Ouais, normalement, si le banquier suit le dossier depuis quelques temps, le business model, il le connaît, mais dans le cas où ce serait un nouveau chargé d'affaires ou autre, il faut prendre le temps d'expliquer pas que le prévisionnel financier, mais aussi un peu l'historique de la société, les principales étapes des 3 dernières années, la vision à 2-3 ans, même si elle est très compliquée à avoir, en tout cas ce qui était prévu initialement avant l'impact Covid. Oui, il ne faut pas envoyer forcément qu'un prévisionnel quand c'est quelqu'un qui ne connaît pas très bien le dossier. Et si quelqu'un ne comprend pas le dossier, il faut passer un peu plus de temps avec. Voilà. D'accord. Pas vraiment de réponse là-dessus. C'est vraiment privilégier vraiment la communication et la pédagogie, être le plus clair possible dans le dossier. Ouais, bien sûr, faut savoir que les banquiers, aujourd'hui, ont plein de demandes de PGE, donc ils ont plein de dossiers en même temps, et du coup, il faut être assez. Même si c'est quelqu'un qu'on a vu il y a 3 ou 4 mois, il faut à chaque fois redire un petit peu où est-ce qu'on en est, les principaux développements sur la partie commerciale, sur les recrutements, ce genre de choses. Voilà. Il faut toujours faire des petits rappels. Alors, je pense qu'on va prendre encore 2 questions et après, on va peut-être mettre fin au webinaire parce qu'on est déjà à plus d'1 heure. Des questions rapides. Est-ce qu'il vaut mieux faire une grosse demande de 300 000 € ou 3 fois 100 000 €? Je pense que là-dessus, il n'y a pas de réponse définie. Ça dépend de la tendance est plutôt à se dire que idéalement, on fait une seule demande qui pourrait couvrir, mais que si nécessaire et si le contexte a encore changé, on pourra faire d'autres demandes. Est-ce que c'est ce point de vue-là qu'on a, Catherine? Moi, je trouve que ce que tu dis, Justine, c'est l'idéal. Aujourd'hui, est-ce que ça fait sens d'avoir 300 000 tout de suite parce qu'il y a un besoin que de 100 et 3 fois 100? Après, c'est toute la cohérence du plan de trésorerie qu'a évoqué Aymeric lors de son intervention. Aujourd'hui, comme il disait, il y avait une pointe basse dans son graphique à 160 et se rajouter 20 ou 30 000 qui correspond à 1 mois et demi de chiffre d'affaires ou un peu plus, ça, c'est cohérent. Donc, voilà. Après, encore une fois, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de solution. Je dis simplement que quand vous avez, parce que c'est vrai quand on regarde les chiffres, des fois, ça peut être des montants assez importants, notamment pour les startups. 2 ans de masse salariale, ça peut vite représenter des sommes conséquentes. C'est pas pour ça qu'il faut demander l'équivalent de 2 ans de masse salariale. Au même titre que pour certaines entreprises avec un chiffre d'affaires important, 25% du chiffre d'affaires, c'est colossal. Et c'est pas pour ça qu'il faut les demander forcément. Voilà. Encore une fois, c'est toute la cohérence à mettre en face de votre besoin et des conséquences de la crise dans votre activité. Aymeric, toi, qu'est-ce que tu constates du coup sur le montant des enveloppes? Donc là, on avait fait le sondage aussi pour savoir si les gens avaient demandé tout le montant ou non. On n'a que 43% des gens qui ont demandé le montant maximum auquel ils étaient éligibles. C'est quelque chose que tu vois dans la réalité du terrain de ton côté? Ouais, moi, je vois relativement peu de demandes au taquet du montant. Voilà. Souvent, en fait, je vois plutôt des demandes avec, je fais en tout cas aussi des demandes en fait avec un petit matelas de trésorerie de quelques mois, mais sans forcément en fait aller chercher une dette qui dépasserait plus de 6 mois en fait de cash burn en plus. Enfin, faut savoir que c'est un prêt, hein, c'est pas une subvention. On a une sorte d'effet de levier Covid en ce moment avec tous ces prêts. Ça peut devenir un effet de massue quand il faudra commencer de rembourser dans 12 à 18 mois. Donc, il faut être
assez vigilant, vigilant là-dessus. Moi, je resterai sur des matelas de trésor de quelques mois en plus à ajouter au point le plus bas de trésor qu'on a dans notre prévisionnel. Ok. Bah, merci beaucoup pour ce retour. Merci beaucoup pour vos interventions aussi. Pour continuer, donc déjà, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre sur notre communauté Slack dont je vous parlais, mettre les réponses aux questions qui n'auraient pas été, auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre là pendant la session, parce que vous avez été vraiment nombreux à participer et nombreux à en poser. Donc, on va reprendre cet onglet questions. Et n'hésitez pas donc à vous inscrire si vous êtes un CEO ou un DAF d'entreprise. Donc, si vous voulez échanger autour des problématiques de gestion de trésorerie, Cash is King, donc c'est une communauté d'experts. On essaye de vous informer sur toutes les nouvelles mesures, sur l'actualité, et de laisser aussi les gens se répondre entre eux en fonction des démarches qu'ils ont pu faire, que ce soit des demandes de PGE ou des demandes de chômage partiel ou autre. Donc n'hésitez pas, c'est une communauté vraiment qui vise à entraider les gens dans cette période de crise. On vous remettra le lien dans le chat. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été si nombreux à ce webinaire. On espère qu'on a apporté des réponses à vos questions. Merci à Aymeric et à Catherine pour le temps qu'ils ont passé. C'était très riche comme échange et on espère que ça vous a aidé, en tout cas dans vos démarches et dans la façon dont vous allez pouvoir faire fonctionner votre dossier. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Merci Catherine.